Parce qu'il y a un autre élément actuellement sur la planète qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de leaders fonctionnels occidentaux, beaucoup, face à Poutine. Poutine, on peut ne pas l'aimer. C'est un rough, mais il est fort. Il est fort. En face, t'as pas grand monde. Est-ce que Trump va être à la hauteur de Poutine? Ça, c'est une grosse question, ça. C'est ça, tu as parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à la faire arrêter, la guerre? J'espère qu'il va réussir, parce que l'Ukraine, ça me fait de la peine pour eux autres, parce que l'Ukraine, c'est à la jonction de deux mondes, de la Russie, puis du monde occidental. Puis moi, j'avais écrit là-dessus dans mon livre, d'ailleurs, en 2015, là, avant le deuxième conflit, disant que l'Ukraine est condamnée à être entre les deux. Si elle se rapproche trop de la Russie, elle perd la liberté. Si elle se rapproche trop du monde occidental, elle se fait menacer par la Russie. Parce que l'Ukraine, c'est un pays pas comme les autres, là. La principale langue parlée à Kiev, c'est le russe. C'est vraiment la zone d'influence russe immédiate. C'est pas juste l'Est qui est de même, dans le Donbass? Puis... Non, à Kiev même. Là, actuellement, je suis sûr que le russe doit être moins parlé parce que c'est plus mal vu. Ouais. Mais quand tu regardes l'histoire de la Russie, l'Ukraine est très, très, très près de la Russie, puis il y a eu des empires. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que au fond, les Occidentaux n'ont pas été réalistes à l'égard de l'Ukraine. Ils n'ont pas envoyé les bons messages à l'Ukraine. À un moment donné, ils ont trop laissé l'Ukraine rêver. Puis je les comprends, les Ukrainiens, je mets à leur place, là, rêver à la liberté, puis à l'Occident, puis à tout ça. Puis ils ont amené trop à s'éloigner de la Russie de façon dangereuse. Parce qu'il fallait qu'ils soient entre les deux. Il fallait qu'ils maintiennent... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, parce que là, actuellement, le problème, c'est que pour Poutine, la Russie, l'Ukraine, ça n'existe pas. C'est un pays artificiel. Il est rough, Poutine. Pour lui, l'Ukraine, là, ça fait partie de la zone d'influence russe. Donc, il pense encore à l'URSS. Ben oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, l'histoire, c'est très important. Les pays sont comme dépendants de leurs origines et de leur histoire. C'était très naïf lorsque l'URSS s'est effondrée, donc la Russie s'est effondrée. Il y a eu une arrogance occidentale et américaine disant, bon, ben là, c'est un petit pays comme les autres, on a gagné. C'est un empire depuis des siècles. Tu penses-tu que dans l'identité des Russes, là, qui abandonnaient ça, quand t'es russe, t'as une identité impériale, t'as eu Catherine II de Russie, t'as eu Pierre le Grand, c'est un tsar, Poutine, quelque part. Donc, lui, il arrive, puis ce qu'il veut, c'est ressusciter un peu l'URSS. La rendre fière. Et dans ce sens-là, moi, ce que j'ai découvert depuis quelque temps, c'est que je le savais, mais là, je le sais plus, c'est que les Russes, c'est une autre gang. Moi, je pensais que les Russes, c'était plus comme nous autres. Tu sais, quand Poutine a envahi l'Ukraine, là, moi, on avait l'impression à l'époque qu'il serait désavoué par les Russes. Tu comprends ça? En voulant dire que c'est un espèce de gars sanguinaire, puis autoritaire, puis bon, tortionnaire, méchant, maison. Mais les Russes, c'est pas une démocratie comme ici, mais ils semblent avoir l'appui de beaucoup de Russes, parce qu'ils représentent le nationalisme russe, l'impérialisme ça revient encore à ça. Ça revient à ça. Et on est là-dedans ces temps-ci, c'est-à-dire qu'on est comme ça quand on parle de la Chine puis Taïwan. Quand on parle de l'Iran, quand on parle de la Turquie, quand on parle des anciens empires. C'est un autre monde, là. Donc, tu comprends, les démocraties libérales comme nous autres, puis le Canada surtout, puis le Québec surtout, on n'est pas beaucoup là-dedans. Hein? Nous, on est le Québec, dans ce sens-là, est très protégé. C'est le paradoxe. Les Québécois ont peur de disparaître comme peuple francophone, puis je les comprends, il y a un vrai danger. Mais en même temps, c'est un petit paradis, le Québec. On est au nord de l'Amérique. Ouais. Je voyais l'autre jour, j'ai mis ça sur ma page Facebook, là. Il y a eu un gros débat sur la fin des Cherry Blossom. Tu sais, les tablettes de chocolat. Puis je me disais, j'ai dit ça à Dominique Moret, je dis, il faut quand même être une société privilégiée pour se permettre un débat sur la fin des Cherry Blossom. Ça, on en revient avec le conflit Ukraine-Russie. C'est ça. Est-ce que tu crois que ça aurait pu être évité, cette guerre-là? Ben, écoutez, c'est toujours facile de décider après. C'est sûr que quand l'URSS s'est effondrée, au début, Poutine était quand même ouvert à l'Occident. Je pense que si on avait manifesté à l'égard de la Russie plus de réalisme, plus de respect, si, mettons, les messages envoyés aux Ukrainiens auraient été un message, écoutez, là, contrôlez-vous, là, vous êtes dans une situation difficile, vous n'êtes pas comme la France, vous n'êtes pas comme l'Allemagne, là, vous êtes un pays spécial. Peut-être, mais en même temps, je sais pas, là, Poutine, c'est quand même un impérialiste très profond. Mais au départ, quand Poutine est arrivé, il y a eu quand même des gestes en faveur de l'Occident.
des mains tendues à l'Occident. Puis il y a une arrogance américaine très, très claire. Tu sais, ça a comme commencé un peu en 2004, quand l'OTAN a décidé de prendre plein de pays en même temps. Exactement, c'est qu'on n'a pas... C'est là qu'il y a eu peur de « Hey man, je vous laisserai pas, vous êtes... » T'as raison. m'encercler de même. T'as raison. Autrement dit, on n'était pas dans la vraie politique historique de zone d'influence. C'est des points d'attraction. C'est que la Russie, c'est pas un petit pays ordinaire, c'est un empire. Puis l'Ukraine, c'est juste à côté. Puis c'est russe en partie. Zelensky, c'est un russophone au départ. Il ne faut pas parler sa langue de base. Zelensky, donc, et de vouloir que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, c'était aberrant. C'était menaçant pour la Russie. Je ne veux pas défendre totalement la Russie. Ils ont quand même envahi une nation démocratique. Tout ça. Mais... Je comprends les Ukrainiens, mais dans ce sens-là, on leur a pas envoyé les bons messages. Il y a une espèce de... Tu sais, en Europe, là, les Européens, ils sont pas réalistes. Ils sont vraiment pas réalistes. Ils sont juste dans la gentillesse, puis les droits, puis c'est pas un hasard si plus personne s'occupe de l'Europe quelque part sur le plan géopolitique. Ils n'ont pas d'armée, ils sont divisés. Puis dans ce sens-là, le conflit ukrainien, c'est un conflit en Europe. Ça va mal pour les Européens. Donc, pour répondre à ta question, c'est dommage qu'on n'ait pas envoyé un message aux Ukrainiens, non pas de se coucher totalement devant la Russie, c'est pas ça que je dis, là, mais simplement de tenir compte de leur... Tu peux pas gagner si tu ne tiens pas compte de ta situation géopolitique. Napoléon disait tout État a la politique de sa géographie. Tout État a la politique de sa géographie. Regarde une carte, là. L'Ukraine est taxée collée à la Russie. Historiquement, quiconque connaît l'histoire sait à quel point l'Ukraine, ça a été... Puis c'est comme la sœur martyrisée de la Russie, c'est terrible à dire. Là. C'est une nation sœur. Mais la Russie a toujours été rough avec l'Ukraine. Ceux qui connaissent l'histoire savent que dans les années 30, Staline, c'était épouvantable ce qu'il a fait aux Ukrainiens. À quel point il a fait mourir des millions de paysans pour rien. Mais le destin de l'Ukraine, c'est de tenir compte de ça. Donc, de penser que là, on devient européen, puis on joue à l'Union européenne, c'était pas réaliste, surtout quand tu as quelqu'un comme Poutine en face de toi. Parce qu'il y a un autre élément actuellement sur la planète qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de leader fonctionnel occidentaux, beaucoup, face à Poutine. Poutine, on peut ne pas l'aimer. C'est un rough, mais il est fort. Il est fort. En face, t'as pas grand monde. Est-ce que Trump va être à la hauteur de Poutine? Ça, c'est une grosse question, ça. Parce qu'il y a des gens qui disent Trump, il est comme impressionné par Poutine. Puis aussi, Trump est très, très isolationniste. Ça l'intéresse pas, la guerre en Ukraine. Il devrait régler ça au plus sacrant. Est-ce qu'il va trop céder à Poutine? Ouais, mais en même temps, il y a plein de milliards là-dedans. C'est une guerre à crédit. Là, ouais, je sais, mais le danger, c'est que si c'est trop à Poutine, s'il se couche tôt devant Poutine, au-delà du fait que ça va choquer des gens, là, c'est que le message qui va être envoyé à la Chine... Là, c'est ça. Pour Taïwan, là. Ouais. Parce que ça fait partie de mes questions, justement. Tu sais, qu'est-ce que ça laisse comme... qu'est-ce que ça va laisser comme marque, ça? C'est ça. Autrement dit, il faut que l'Ukraine, ça se règle bien, que ça soit pas juste une abdication devant Poutine, parce que non seulement ça va être humiliant pour les États-Unis puis pour les Occidentaux, puis sur le plan humain aussi, on va trouver ça triste, parce que je pense que moi, j'ai de la sympathie pour Zelensky, tout ça, mais le message qui va être envoyé avec la Chine va être dévastateur. Ça veut dire que c'est payant d'envahir. C'est payant d'envahir. Parce que Taïwan, là, c'est un peu une dynamique qui ressemble, là. Mais qui va être beaucoup plus compliqué vu sa situation géographique. Ouais, c'est ça, peut-être, mais c'est loin. C'est-à-dire que là, l'Ukraine, à tout le moins, les pays européens se sont portés à ça défend. Ils ont beaucoup parlé, les Européens, mais ils n'ont pas fait grand-chose, moi, je trouve. C'est quand même les États-Unis qui ont en pratique, là, qui ont appuyé l'Ukraine. Tu as parlé justement ça, des superpuissances, puis de qu'est-ce qu'on voit justement, ils cherchent à établir de plus en plus d'influence, de se mettre sur le plan international. Ouais. T'as-tu remarqué ça, toi aussi, comme mettons, avec l'Inde, la Chine? C'est le retour des empires, en fait. Ouais. C'est vraiment le retour des phénomènes impériaux. Donc, ça touche la Turquie, la Chine. Je suis certain de pas l'Iran, même si l'Iran, ils sont beaucoup en danger actuellement. Le régime peut s'effondrer. Poutine, c'est un autre exemple. Les États-Unis, c'est un autre exemple. Donc, on est dans les rapports de force, le retour des phénomènes impériaux. Et puis, c'est révélateur que Poutine, lui, il veut pas... il se considère pas comme... il ne voit pas les États-Unis comme le gendarme de la planète, là. Lui, c'est l'isolationnisme, au fond. Il veut se concentrer sur les États-Unis comme tel, puis il veut que les États-Unis s'impliquent le moins possible dans ce qui se passe dans le reste de la planète. Donc, c'est une vieille tradition, ça, aux États-Unis, hein. On se concentre sur ce qu'on est. Mais donc, les conflits actuels, ça l'embarrasse. Prend au Moyen-Orient. Il veut se débarrasser de ça au plus sacré, en fait. Est-ce que tu trouves que
c'est le symptôme peut-être d'une nouvelle guerre froide qui pourrait arriver? En plus qu'une guerre froide. C'est-à-dire que tu sais, la guerre froide, au fond, les règles étaient claires. C'était froid, hein? C'était une guerre, mais c'était froid. Il y avait pas de conflit avéré. Les règles étaient claires. Hein? Si t'étais du bon bord, c'était merveilleux. Si t'étais, mettons, en Pologne, ben, tu vivais sous le joug communiste. Puis il y avait quand même le danger nucléaire qui faisait que... la baie des cochons. Donc, dans la mesure où on peut prévoir, je prévois quelque chose de beaucoup plus dramatique que ça. Moi, l'exemple qui me vient en tête, puis tu vas trouver que je suis mélodramatique, mais il faut dire ce qu'on pense quelque part, c'est que j'avais lu un livre de Margaret Macmillan qui m'avait beaucoup influencé sur la situation en Europe avant la Première Guerre mondiale. Elle disait qu'elle rappelait à quel point ils étaient optimistes à l'époque, parce que on croyait en la science faisait des gros progrès, il y avait des échanges économiques très importants entre les pays, comme la France, l'Allemagne, tout ça. Et quand il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la plupart des gens avaient l'impression que ça ne durait pas longtemps. Mais ce qu'ils réalisaient pas, c'est que les progrès de la science qu'ils fêtaient, appliqués à une guerre, ça ferait de la Première Guerre mondiale quelque chose de beaucoup plus terrible que tout ce qui avait arrivé avant. Moi, c'est ce que je crée actuellement. C'est que la révolution informatique qui est magique, c'est à quel point ça nous permet de faire des choses instantanément. Applique ça à un conflit militaire. Ben, on le voit, là, en Ukraine avec les drones, tu sais. Oui, mais c'est 300 pièces avec non, je sais. Une ça charge comptait où même tu as vu explosive, Netanyahou, là, au Liban, là, quand il y a eu les appareils de téléphone qui ont explosé. Ouais. Mais même une vraie guerre, là. Ouais. Tu as des esprits malfaisants, hein, ce qui peut être très créateur. Là. Ouais. Applique ça à une guerre, ça pourrait faire un conflit terrible. Puis au Québec, on serait moins protégé qu'avant, parce que traditionnellement, on est au nord de l'Amérique, donc on est protégé par la géographie. Tu veux pas, il n'y a pas eu de guerre ici depuis la rébellion des Patriotes, non, en 1832. Mais là, actuellement, il suffirait de paralyser les systèmes informatiques pendant une semaine, que tu peux pas payer, tu peux pas sortir d'argent de là-bas. Bon, je sais que ça fait mélodramatique, mon affaire, mais moi, non, mais ça commence tout le temps de même. C'est tout le temps un shutdown des systèmes informatiques. Je pense que c'est même en Ukraine, c'est arrivé, ça. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu peux paralyser une société vite parce qu'on est tous dépendants de ça. Tu peux plus payer, tu peux plus sortir de l'argent. Moi, j'espère que je suis trop pessimiste, mais je crains ça, moi. Je crains un grand bouleversement, puis ensuite, le système se replacerait. Mais quand tu regardes l'histoire de l'humanité, à intervalles plus ou moins réguliers, tu as des gros conflits. C'est le même que ça marche. C'était des gros... pour purger le système. Jamais j'essaie de voir ça de façon frette, là, pour purger le système. Mais c'est pas rigolo, là, j'en suis conscient, puis j'espère que je dramatise. Mm-hmm. Non, mais t'es pas le premier qui en parle, tu sais, de personnes sérieuses, professionnelles, qui analysent ça, c'est sa job. Tu dis, c'est parce que là, tu vois, il y a un tas de conflits, excuse-moi, qui apparaît, puis ça se règle pas. Les conflits pourrissent. Puis il y a des rivalités. Donc, à un moment donné, il suffit... personne ne veut la guerre, au fond. Mais, tu sais, même si personne ne veut la guerre, la Première Guerre mondiale, personne ne la voulait. Sauf qu'à un moment donné, il peut y avoir un incident quelque part, quelque chose qui dérape, puis tout à coup, ça changeait. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.